Alors quand acheter, quand vendre, c'est toujours une question très difficile, mais dans cette vidéo, je vais te partager quelques indicateurs qui pourront te servir à te préserver ton épargne. Mais tu le sais, moi j'aime bien analyser des datas et du coup dans cette vidéo, je vais t'en partager une qui pourra te servir, donc reste bien branché. On commence tout de suite, c'est parti. On essaye de mettre le doigt sur les choses qui se sont passées dans l'historique de Bitcoin et de la crypto-monnaie pour en sortir des analyses, pour en sortir des choses qui nous permettront de faire plus de bénéfices que les autres. Bon, et c'est du contenu qui est gratuit, ok, je te demande rien du tout, mis à part un petit like et un petit commentaire. C'est pas grand chose, et si t'es pas abonné, ouais, abonne-toi, mais ça, t'as l'habitude. Bon, on a déjà vu ensemble que pour un rallye haussier, t'as des vagues haussières à l'intérieur, et du coup, on peut se positionner en fonction de ces vagues haussières. En termes de temporalité, en termes de market cap, en termes aussi de peur sur le marché, ou d'euphorie avec le Fear and Greed. On ira le voir après d'ailleurs. Donc je me suis cassé la tête pour regarder et faire des statistiques en fait sur les chandelles les plus élevées, que ce soit vers le nord ou vers le sud, et regarder quel jour en général elles tombaient. Et j'ai réussi justement à sortir de la data avec toute cette analyse sur les jours où on avait des montées fulgurantes ou alors des corrections en direction les enfers. Je me suis focalisé à minima sur les plus 10, moins 10% et au-delà quoi. Mais après en dessous, je pense que voilà, c'est pas très intéressant. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai regardé sur le cycle de 2020-2021 lorsqu'on avait des grandes montées et j'ai noté le jour en fonction. Et lorsqu'on avait des grandes corrections, j'ai noté le jour. Bon, t'as compris le principe, c'est pas très compliqué. Donc du coup, j'ai fait cette analyse à partir de la montée de 2020 juste après les élections américaines qu'on avait eues jusqu'à maintenant. Donc ok, j'ai pas fait pour le cycle de 2018, c'était vraiment trop long, mais ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Donc tu me diras en commentaire si ça te plairait d'avoir une autre vidéo, une seconde partie. Donc pour les montées fulgurantes, après on ira voir les corrections, mais dans un premier temps, ce qu'on peut constater en fait, c'est que on a des jours bien particuliers où les institutions, où les baleines aiment bien faire pumper le Bitcoin pour mettre tout le monde sur le côté. Et comme tu peux le constater, en général, on a des montées fulgurantes sur le Bitcoin et bien évidemment les altcoins le lundi, le mercredi et le vendredi. Pourquoi, à ton avis? C'est que déjà, dans un premier temps, les institutions, le week-end, ne sont pas présentes. Les marchés traditionnels ferment le week-end, donc forcément, c'est plus compliqué pour elles de faire bouger les marchés. C'est pas impossible, on l'a vu d'ailleurs récemment où on a eu un pump du Bitcoin le dimanche, mais c'est vraiment pas la majorité des cas. Et pourquoi le lundi, le mercredi et le vendredi? Une idée qui me vient, c'est qu'on a souvent des annonces économiques hyper importantes le lundi, mercredi et vendredi. On a souvent, pour le mercredi en tout cas, l'IPC, tu sais, l'indice des prix à la consommation qui reflète l'inflation des États-Unis. Mais aussi, par exemple, le mercredi, on a des annonces sur le stock de pétrole aux États-Unis. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une annonce sur le stock de pétrole qui va tomber, donc il faudra suivre ça de près. Déjà, en temps normal, je pense que lorsque tu es dans la crypto, il faut quand même surveiller de près ce qui se passe à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle de l'Amérique, parce que c'est eux qui dictent le marché, tu vois. Même si on est dans la crypto, même si on est dans le Bitcoin, il faut quand même regarder ce qui se passe au-dessus de nous. Mais dans un marché haussier et dans un bull run, c'est hyper important. J'ai même envie de te dire, c'est presque obligatoire de regarder ce qui se passe sur la géopolitique, sur les annonces économiques, parce que c'est ce qui va présager potentiellement d'une grosse hausse ou alors, on va le voir juste après, d'une correction. Donc c'est pour ça que quasiment tous les jours, je te parle justement des annonces économiques et des potentielles répercussions qu'on pourrait avoir. Et tu sais d'ailleurs, les annonces économiques, pas besoin d'avoir fait un master en finance ou un doctorat en économie ou je sais pas quoi. Par exemple, tu te dis, ok, il y a beaucoup plus de chômage en Amérique que ce que le marché attendait. Ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de chômeurs. S'il y a de plus en plus de chômeurs, il y aura de moins en moins de personnes qui vont travailler, donc qui auront de l'épargne de côté, qui vont économiser, et donc il y aura de moins en moins d'épargne disponible pour aller investir sur les marchés. Ok? La psychologie, c'est ça. Donc forcément, le marché, il corrige un petit peu. Dans l'idée, c'est ça. Il faut toujours parler avec les mains, en fait. Bon, bref, assez parlé. Et si on regarde pour les corrections rouge sang que j'ai constatées depuis 2020 jusqu'à nos jours, on a en fait des jours qui sortent encore un petit peu du lot, même si c'est moins significatif que pour les jours de hausse, mais on arrive quand même à lire des choses, ok? Ce que tu peux te dire, c'est que le samedi et le dimanche, en général, on est plutôt tranquille. On a quand même eu des dimanches rouges, ok, des dimanches noirs, on en a eu, mais en général, ouais, c'est pas les jours principaux où on a un crash du marché, quoi. Donc si tu veux faire la bringue, je te conseille plus de la faire vendredi ou samedi soir, parce qu'après, complicado, hein, tu te réveilles un lundi, gueule de bois avec une correction rouge au sang, t'es pas trop content. Bon, mais dans tous les cas, si tu dézoomes, tu peux constater que en général, les grosses corrections arrivent la semaine. La semaine, mais plus particulièrement le lundi et le mardi, pour bien débuter une semaine et pour bien dégoûter les investisseurs en les faisant abandonner en début de semaine. Et justement, ce qu'il faut se dire, c'est que les investisseurs, les market makers, en fait, ils essaient justement de te dégoûter
pour que toi tu lâches tous tes cryptos et eux à ce moment-là ils re-rentrent, tu vois, ils achètent quand toi tu vas vendre. Donc forcément te dégoûter un lundi matin lorsque tu vas au travail, que tu es fatigué, etc. La psychologie derrière, elle est pas complètement conne. Après, ce que je suis en train de te montrer là, ça veut pas dire, gros, vends le dimanche et achète le lundi. J'ai pas dit ça du tout. En revanche, c'est quelque chose que tu peux venir coupler avec tes autres analyses. Et d'ailleurs, des analyses, je pense que tu dois en avoir pas mal. Ça fait maintenant plusieurs mois que je t'en partage. Si tu sens qu'en termes de saisonnalité, ça devient de plus en plus tendu, que la vague haussière qu'on est en train de vivre dure depuis maintenant une vingtaine de jours, voire une trentaine de jours, que le momentum du BTC est à 85 depuis maintenant plus d'un mois, que ta mamie te demande comment est-ce qu'on peut acheter du Bitcoin, tu vois. Si tu couples toutes ces choses-là, que tu te dis putain c'est hyper pessimiste et en plus demain c'est lundi, bon ben pourquoi pas prendre des bénéfices quoi, tu vois ce que je veux te dire. Et à l'inverse, si la saisonnalité est hyper bullish, qu'on a un momentum qui est hyper bas, qu'on touche les 40 sur le Bitcoin, demain il y a une annonce économique hyper importante et c'est mercredi, tu peux te dire bon ben pourquoi pas, allez je recharge fort le mardi soir. C'est dans cette approche-là que j'ai envie de te faire passer le message. Bon, ici on continue sur la journée d'aujourd'hui. Le marché actuellement, on a un Fear and Greed à 83. Donc le marché est plutôt euphorique et ça fait un petit moment que ça dure. Ok, depuis le 16 octobre, on est au-dessus de 70 de Fear and Greed. Et si tu prends un peu plus d'historique, tu peux voir que la dernière fois qu'on avait atteint ce Fear and Greed Index, c'était en mars, juste avant la correction. Ça ne va pas dire que ça va corriger, ok, je t'ai pas dit ça, mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus on va rester dans le Fear and Greed élevé, donc dans l'euphorie, plus on va tirer l'élastique et à un moment donné, il va lâcher, tu vois ce que je veux te dire. Donc il va falloir surveiller ça de près et potentiellement dans les jours, les semaines à venir, commencer à prendre des bénéfices. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, comme tu le sais, Nvidia, je te parle de ça depuis maintenant plusieurs jours, plusieurs semaines, c'est aujourd'hui, gros, on a les résultats économiques de l'entreprise à 22 heures, donc c'est les résultats trimestriels. Donc, comme je te le répète depuis un petit moment maintenant, si on a des résultats qui sont au-dessus de ce qu'on attend, ça pourrait être hyper bullish pour l'écosystème de la crypto-monnaie basée sur l'IA. Donc tout ce qui est Bitensor, les projets qui sont en relation avec Nvidia, un Cash Network peut vraiment très bien performer si on a des résultats qui sont hyper positif. Toujours est-il que pour le produit d'Nvidia, son cours a pris 5% hier et ça c'est plutôt massif pour un produit qui est capitalisé à des milliers de milliards, gros, c'est quand même costaud. On est venu combler le gap qu'on avait laissé derrière nous dont je te parlais depuis plusieurs jours maintenant. Donc à voir les résultats, comment est-ce que ça va se passer. Dans tous les cas, les estimations des résultats pour l'entreprise, ce qu'on appelle aussi le consensus pour ceux qui font de la masturbation cérébrale, c'est du coup 0,75 $. Donc on espère qu'on va être au-dessus. Dans l'histoire, on a souvent été au-dessus de ces attentes-là, donc ça pourrait être intéressant comme je te l'ai dit. On continue tout de suite avec Michael Saylor, le PDG de MicroStrategy, l'entreprise visionnaire qui a acheté du Bitcoin il y a maintenant plusieurs années et qui en achète très régulièrement. Ils en ont d'ailleurs racheté récemment aux alentours de 80 000 $. C'est pour te dire à quel point ils ont une vision très long terme. Michael Saylor, du coup, ce PDG, cherche à convaincre Microsoft de se lancer dans la création d'une réserve stratégique en Bitcoin. C'est plutôt massif. On en avait entendu parler il y a de ça quelques semaines. Je te rappelle que Microsoft, c'est pas n'importe quoi. C'est ce qui te permet d'avoir Windows sur ton ordinateur. Dans tous les ordinateurs du monde, ils font des systèmes d'exploitation. Entre autres, ils font énormément de choses. Et leur objectif, qui maintenant n'est plus caché, ça serait d'acquérir du Bitcoin pour pouvoir accumuler une réserve stratégique pour l'entreprise. C'est tout à fait logique et ça s'inscrit bien dans la guerre froide, la course à l'armement sur le Bitcoin dont je te parle depuis plusieurs mois. On continue avec un petit point plutôt géopolitique sur la Russie. Alors, comme tu le sais, la Russie, bon, voilà, c'est pas un pays qui est vraiment en dèche complet, mais c'est un pays qui souffre quand même d'une guerre. Avec l'Ukraine, ça fait un petit moment que ça dure et forcément, il y a des prix fous et une population qui est à bout de souffle. Ils ont une inflation qui est à 10% et des taux d'intérêt à 21% en réponse du coup à cette inflation. C'est hyper intéressant d'acheter de l'immobilier si tu as du cash de disponible. Bon, je vais pas te dire d'aller en Russie, j'ai pas dit ça, mais tu vois typiquement en France, lorsqu'on avait des taux d'intérêt directeurs qui étaient hyper élevés comme cela, c'était les meilleurs moments pour acheter si tu avais du cash de disponible. C'est lorsque les taux d'intérêt sont hyper élevés qu'on achète avec du cash et lorsque les taux sont hyper faibles qu'on achète avec du crédit, avec du levier, etc. Bref, ça me permet de te faire une transition sur un nouveau projet de loi lancé par le Kremlin qui vise de taxer les revenus crypto à hauteur de 15%. C'est hyper malin. Baisser les taxes, ça attirera bien évidemment les investisseurs et en fait ils font tout le contraire du communisme. Donc tu vois, la Russie, ils sont en train vraiment d'évoluer dans le bon sens selon moi. Je te parle pas de bombardement, de guerre ou je sais pas quoi, mais vraiment en termes de politique monétaire, c'est vraiment pas con ce qu'ils sont en train de faire. D'autant plus qu'avec l'arrivée de Donald Trump, on sait, son plan c'est de baisser le cours du baril de pétrole
parce qu'en fait c'est ce qui fait survivre les Russes actuellement. Les Européens, les Américains, on a bloqué les importations de pétrole en Russie, donc forcément ça a fait bondir le coût du baril. C'est pour ça qu'à la pompe tu payes un peu plus cher d'ailleurs. C'est n'importe quoi parce que du coup ça fait monter le cours du pétrole et en plus le pétrole il faut bien l'acheter quelque part, donc on l'achète à l'Inde, qui l'Inde l'achète à la Russie. Enfin bref, c'est la logique de nos économistes européens, mais Trump au pouvoir, il a bien compris que ça se passe pas comme ça, donc lui ce qu'il voudrait faire du coup c'est agir avec un levier qui est le cours du pétrole en faisant baisser le pétrole. Donc qui dit baisser le cours du baril, il faudrait augmenter les stocks de pétrole. Donc là voilà, je suis focus dans le bull run, dans la crypto-monnaie, dans l'IA, le RWA, ce que tu veux. Mais c'est vrai qu'après le bull run en 2025 par exemple, je pourrais te partager des entreprises dans la bourse plus particulièrement avec nos bénéfices qu'on aura gagnés pour justement investir dans des entreprises qui bénéficieront de cette baisse du coût du pétrole. Il y en a plein, hein. Il faudra regarder de près, t'inquiète, j'ai déjà des petites idées, je t'en parlerai au moment venu. Ensuite, si on se focus 2 secondes sur les inflows des ETF Bitcoin, on a eu une entrée de 816 nouveaux Bitcoin achetés le 19 novembre, donc hier. Donc c'est plutôt massif et encore une fois, c'est un petit peu moins que la semaine dernière, même si voilà, c'est pas non plus négligeable. Et comme tu peux le voir, ça c'est la courbe des ETF Bitcoin, les inflows. Et voilà, depuis la sortie des ETF, c'est vraiment massif, c'est limite exponentiel. Et d'ailleurs, le fait que maintenant on a des ETF Bitcoin sur le marché de la crypto, ça me permet de te faire un lien sur ce que je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis des jours où on peut avoir des potentielles baisses ou des potentielles hausses sur le marché de la crypto. Parce que comme tu le sais, les ETF peuvent être échangés en semaine et non pas le week-end. Donc toi, ça te permettra de faire la fête et de bien dormir le samedi et le dimanche. En principe. Bon cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu en tout cas, n'hésite pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, si t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner, je te donne rendez-vous demain à 5h du matin, prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam.